La ville de Tang Ze est un véritable enfer sur terre. Le père de Yezi sprinte à travers les rues en flammes, les poumons en feu alors qu'il tire sa fille à travers la fumée et les cendres. La petite Yezi a du mal à suivre, ses yeux bleus écarquillés par la terreur. Elle serre son ours en peluche, demandant où ils vont pendant que les hurlements des mourants résonnent autour d'eux. Derrière eux, les ombres bougent. Des silhouettes tordues et monstrueuses des villageois qu'ils connaissaient autrefois se rapprochent, leurs rugissements inhumains faisant trembler l'air. Le père ne se dirige pas vers les portes de la ville. Il s'arrête devant une porte de cave enterrée sous de lourdes chaînes rouillées. C'est leur seule chance de survie, et ça implique de libérer la plus grande terreur de la ville. Il frappe avec sa hache, y mettant toutes ses tripes. Les étincelles volent alors que la lame mord dans les épais maillons métalliques, mais les chaînes sont renforcées par bien plus que du simple fer. Soudain, une lame dentelée jaillit de la poitrine du gars. Il halète, crachant du sang alors que les monstres l'ont finalement rattrapé et l'ont empalé par derrière. L'adrénaline et le désespoir sont les seules choses qui le font tenir debout. Il serre les dents, ignorant le trou dans son torse pour se concentrer sur sa fille une dernière fois. Avec un dernier effort agonisant, les chaînes se brisent. La porte s'ouvre dans un grincement, révélant un passage sombre et humide vers les profondeurs du sous-sol. Il pousse Yezi à l'intérieur de la cave, lui disant d'entrer et de se faire toute petite. Il sait qu'il ne la suivra pas. Son job maintenant, c'est de lui faire gagner quelques secondes de plus. Yezi regarde en larmes son père se retourner pour faire face aux ombres. Il lui dit de ne pas poser de questions, juste de trouver l'homme enchaîné au fond de la maison. Elle trébuche dans le noir, ses mains frôlant la pierre froide et les lourdes chaînes. Dans le coin, elle aperçoit une paire de bottes et sent la forte odeur de l'alcool. Il est là. Dante Vandel, le chasseur de démons, est assis, attaché à une chaise en bois par assez de chaînes pour retenir un titan. Il n'a pas l'air d'un sauveur. Il ressemble plutôt à un mec qui vient de finir son dernier verre. Dante fixe l'homme mourant à l'extérieur avec un regard froid et vide. Il demande pourquoi il se ferait chier à sauver qui que ce soit alors que c'est à cause de cette ville qu'il est enchaîné ici. Il verse le reste de son vin sur le sol, un hommage moqueur aux 3 années qu'il a passé à protéger ses gens avant qu'ils ne le trahissent pour les conneries d'un missionnaire. Des souvenirs vifs traversent son esprit, les villageois le huant alors qu'il l'enfermait, le traitant comme un monstre. Et maintenant, ils veulent que le monstre joue les héros. Il pointe un doigt ensanglanté vers le père, la voix dégoulinante de cynisme. Ce mec était là dans la foule, à regarder Dante se faire humilier et encager. Devant la porte, les monstres ont fini de jouer. Une lame dentelée s'enfonce dans l'épaule du père, déchirant le muscle et l'os alors qu'il essaie de tenir la ligne. Il hurle de douleur quand d'autres lames trouvent leur cible, le sang éclaboussant les murs de l'entrée. Les mutants sont littéralement en train de le mettre en pièces pendant qu'il supplie pour avoir un outil pour réparer la porte. Dante regarde le massacre avec un calme sinistre, les yeux fixés sur le mec qui se fait réduire en charpie à quelques mètres de là. Un œil massif et injecté de sang scrute à travers une fissure de la porte. La chose de l'autre côté salive, sa faim de chair humaine ayant écrasé la moindre once d'humanité qui lui restait. Les mutants se marrent, leurs longues langues grises léchant le sang frais sur le sol. Ils peuvent sentir le désespoir dans l'air, et ils kiffent ça. Le père de Yezi s'effondre à genoux, ses mains tremblantes tâtonnant pour atteindre le fourreau dans son dos. Il ravale ses larmes, admettant qu'il a été un abruti de croire aveuglément aux promesses de la secte. Il sait qu'il ne mérite pas la pitié de Dante, mais sa voix se brise quand il regarde sa fille. Il réalise que le fameux évangile qu'on lui avait promis n'était que la mort. Les larmes coulent sur son visage, se mélangeant au sang. Il supplie Dante de sauver la petite, car quels que soient les péchés commis par la ville, elle est innocente. Yezi s'accroche au bras de son père, pleurant pour qu'il s'arrête. Elle ne comprend pas le sacrifice qu'il s'apprête à faire, seulement qu'il souffre. Avec sa dernière once de force, l'homme s'offre en sacrifice. Il promet à Dante sa vie en échange de la sécurité de Yezi, le dernier marché désespéré d'un père. Dante regarde le père brisé et la gamine terrifiée. Quelque chose dans son expression glaciale change, peut-être un reste du chasseur qu'il était autrefois. Un claquement soudain et violent résonne dans la cave. Les lourdes chaînes de fer retenant les bras de Dante commencent à plier et à se fissurer sous une montée de puissance pure et brute. La porte de la cave finit par céder. Une horde de villageois mutés déboule dans la pièce, les yeux rougeoyants d'une faim démoniaque et décervelée. Dante se lève, les chaînes restantes volant en éclats comme du papier. Il rappelle aux mourants qu'il avait prévenu à propos du missionnaire il y a bien longtemps. Les monstres s'arrêtent une seconde, sentant le changement d'ambiance dans la pièce. Dante les regarde avec dégoût, voyant les coquilles déformées de ceux qu'il appelait autrefois ses voisins. Il dégaine sa lame, une magnifique épée à la garde en forme de lion qui scintille même dans la pénombre. Il dit aux monstres que puisqu'ils ont oublié comment parler,
il va laisser son acier s'exprimer à leur place. Le premier mutant lui saute dessus, griffe en avant. Dante ne bronche même pas. Il se prépare juste à fixer les règles de la soirée. Un seul éclair d'acier aveuglant tranche l'obscurité. Le monstre est coupé net en deux avant même de réaliser qu'il a été touché. Dante tient son épée fermement, son reflet capturé dans la lame polie. Il énonce sa règle finale. Quiconque fait un pas en avant est un homme mort. Les mutants s'en foutent des règles. Ils se jettent sur lui en une vague de chair putréfiée et de dents dentelées, leur hurlement sans cervelle remplissant le sous-sol. Dante devient un flou en mouvement. Il se faufile à travers la horde avec une grâce mortelle, sa lame taillant un chemin de sang et de membres sectionnés dans la foule. La tête d'un mutant vole dans les airs, une fontaine de sang repeignant le plafond. Dante ne s'arrête pas pour admirer son boulot. Il passe déjà à la cible suivante. Il tranche dans la foule mutée comme un couteau chaud dans du beurre. Chaque coup de son épée est un chef-d'œuvre d'efficacité brutale, ne laissant qu'un carnage dans son sillage. Ses yeux sont froids et concentrés, traquant chaque mouvement dans la pièce chaotique. Pour Dante, ce n'est pas un combat. C'est juste un grand nettoyage qui n'a que trop tardé. Il enfonce son épée profondément dans le torse d'un mutant massif, la force du coup fracassant les côtes du monstre et le clouant au mur. Avec une violente torsion, il arrache la lame, projetant une gerbe de sang noir à travers la pièce. Le chasseur de démons est de retour, et il ne fait que s'échauffer. Dante baisse les yeux, le visage éclaboussé par le sang des villageois qu'il vient de massacrer. Sous lui, un tonneau étiqueté « 20 trônes au milieu du carnage », un sombre rappel de la vie qu'il menait ici. Il balance sa lame avec une précision brutale, décapitant un autre villageois muté d'un mouvement net. Le chasseur est un tourbillon d'acier et de sang, ne montrant aucune pitié pour ces choses qui étaient autrefois ses voisins. Il balance cette tête directe dans la pile de tonneaux de vin dans le coin, les fracassant en morceaux et répandant de la piquette partout sur le sol. Le vin éclabousse partout, trempant les villageois mutants. Il songe silencieusement que le monde est vraiment vaste, mais qu'il y a juste beaucoup trop de démons. Le son strident du métal résonne alors qu'il frotte ses deux armes l'une contre l'autre, des étincelles jaillissant dans la nuit. Il sait pertinemment que la frontière entre l'aspiration sacrée et la folie pure est aussi fine qu'un cheveu. Dante reste de marbre, frottant ses deux armes pour faire jaillir des étincelles. Son visage est marqué par un ennui profond, comme si ce massacre n'était rien de plus qu'une corvée fastidieuse qu'il est obligé de finir. D'innombrables étincelles pleuvent sur le sol gorgé d'alcool fort. Au moment où elles touchent le sol, elles cristallisent instantanément en fleurs de feu scintillantes et lumineuses, avant que toute la cave n'explose violemment en un océan de flammes enragées en une fraction de seconde. Un mutant déformé à deux têtes pousse un cri perçant dans les flammes, les yeux écarquillés par un mélange de douleur et de rage aveugle. Dante ne réalise la véritable étendue de la beauté florissante de la ville que lorsqu'il regarde le feu. La cave est un tombeau d'ombre brûlante, les silhouettes des villageois se tordant sous la chaleur. Pour eux, le chemin sous leurs pieds était déjà celui d'une mort certaine. Au milieu du carnage, Dante plonge tranquillement la main dans un paquet et en sort une clope. Il bouge avec un calme qui frôle la psychopathie, vu les corps hurlants autour de lui. Il se tient au-dessus des restes fumants d'un mutant, utilisant la chaleur de son torse incandescent pour allumer sa cigarette. Il rappelle aux créatures mourantes qu'il avait déjà fixé les règles. Quiconque avançait allait crever. Il tire une longue taffe, le visage marqué par une sorte de regret lasse alors qu'il regarde le corps du père de Yezi en arrière-plan. Il marmonne que c'est dommage qu'il n'ait pas agi quelques secondes plus tôt. Yezi est à genoux dans une flaque de sang, ses petites mains agrippant le bras froid de son père. Elle lève vers Dante des yeux remplis de larmes, demandant pourquoi son papa ne parle plus et ne bouge plus. Dante s'accroupit et prend doucement sa petite main dans sa grande main couverte de cicatrices. Il lui raconte un mensonge qu'elle est trop jeune pour percer à jour, que son père est parti en voyage vers un endroit magnifique. Alors qu'ils s'éloignent des ruines en flammes, Yezi demande s'ils iront là-bas eux aussi. Dante regarde devant lui, promettant que tôt ou tard il y arrivera, mais qu'il la devancera à coup sûr. Une voix glaçante et familière coupe à travers le grondement des flammes, appelant Dante par son nom avec un ton joyeusement moqueur. Le chasseur s'arrête net, le sang se retirant de son visage. Les yeux de Dante s'écarquillent, choqué pour de vrai en reconnaissant la voix. Il ne s'attendait pas à ce que l'architecte de ce cauchemar se pointe si tôt au beau milieu du nettoyage. Dans les airs derrière lui, une bouche gigantesque et horrible se matérialise à partir de rien, ses dents en dents de si dégoulinant d'une énergie rouge. Une voix demande comment il a pu avoir le cœur de tuer de si bons fidèles. Le missionnaire Kimmel émerge d'une fontaine de sang et d'ombre, l'air aussi immaculé et serein que s'il se tenait dans une cathédrale. Dante serre les dents, sa main se crispant sur la poignée de son épée. Kimmel se tient bien droit dans sa robe blanche, son livre sacré ouvert tandis que l'énergie rouge tourbillonne autour de lui.
Il sourit à Dante, suggérant que si le chasseur a un tel problème avec son évangile, il devrait en discuter un peu. Le missionnaire se penche en avant, ses yeux orange brillant derrière ses lunettes rouges avec une intensité terrifiante. Il demande à Dante pourquoi il ne veut pas juste écouter quelques mots de sa vérité. Dante pousse Yezi derrière lui, disant à la gamine d'aller se planquer ailleurs pendant qu'il gère ce bordel. Yezi rétorque avec obstination qu'elle ne s'appelle pas gamine, mais Yezi. Kimmel se moque de la dureté de Dante, affirmant qu'il n'a fait que guider les villageois qui ont trahi le chasseur vers le droit chemin. Il désigne les monstres mutés comme s'ils étaient sa plus grande fierté. Il qualifie la transformation de « bénédiction » avec un grand sourire de psychopathe. Dante n'attend pas qu'il termine. Il fonce en avant, un flou fulgurant visant directement la tête du missionnaire. Dante frappe avec une vitesse hallucinante, sa lame fendant l'air à quelques centimètres de la gorge de Kimmel. Le missionnaire ne bronche même pas, les yeux écarquillés par une joie dérangeante alors qu'il regarde l'épée approcher. Une fine ligne de sang apparaît sur le cou de Kimmel, mais il se contente de rigoler, demandant à Dante s'il pense sérieusement qu'une simple épée peut le tuer. Il se fout de la gueule du chasseur, le comparant à un vulgaire tueur de gobelins. Le missionnaire reste parfaitement immobile alors que des mains spectrales rouges commencent à s'enrouler autour de lui comme des serpents. Il dit à Dante qu'il n'a aucune idée du genre de « pouvoir divin » auquel il a affaire. De gigantesques griffes démoniaques pleines d'yeux surgissent de nulle part, se matérialisant depuis une déchirure dans la réalité. Kimmel déclare que le « péché de l'arrogance » est venu directement des abysses pour l'écraser. Dante est projeté en arrière alors que l'une des énormes mains rouges s'écrase sur le sol où il se tenait. Il se redresse rapidement, jurant dans sa barbe contre cette nouvelle connerie tordue. Il se penche, sa main plongeant dans son manteau pour en sortir une fiole verte. Il se dit que peu importe le genre de pouvoir divin de Kimmel, tant qu'il peut saigner, il peut crever. Dante lance la potion bombe-carte de Gollum avec une précision chirurgicale. La sphère verte fend l'air, fonçant droit sur la gueule arrogante de Kimmel, tandis que les mains abyssales essaient de la repousser. La potion se brise, liberant un énorme nuage opaque de fumée et verte toxique. Kimmel est pris en plein centre de l'explosion, sa posture confiante remplacée par une soudaine quinte de tout grâce. Le missionnaire fait un signe de la main à travers l'épais brouillard, se plaignant d'une odeur d'œuf pourri. Il réalise avec une grimace que Dante utilise des potions périmées et de mauvaise qualité pour le faire chier. Dante apparaît juste à côté de lui dans la fumée, un sourire en coin alors qu'il pointe son épée sur la gorge de Kimmel. Il note sèchement que même si ces tactiques sont fourbes, elles sont généralement hyper efficaces. Kimmel se marre alors que le sang gicle d'une nouvelle entaille sur son cou, se moquant de Dante pour son manque de fair-play au combat. Il se plaint d'avoir même préparé tout un discours pour ce moment. Dante se tient au-dessus de la scène sanglante, l'air glacial alors qu'il dit à Kimmel de garder ses répliques pour sa prochaine vie. Il sait que le missionnaire essaie juste de gagner du temps, mais il s'en tape. Dante regarde la horde de mutants, plissant les yeux en les voyant blottis les uns contre les autres. Il marmonne qu'ils ne sont tous que des pions dans le jeu tordu de Kimmel. Un mutant se tient la tête, le visage tordu par un rare moment de lucidité et d'agonie. Il supplie Dante de lui pardonner, admettant qu'ils ont eu tort de l'insulter et de suivre les fausses bénédictions de la secte. La main de Kimmel tressaille dans une mare de sang sur le sol. Sa voix, maintenant grave et rocailleuse, dit à Dante que depuis le tout début, il n'y avait aucun moyen qu'il gagne ce combat. Le missionnaire se relève, son costume blanc taché de rouge alors que d'énormes mains abyssales le soulèvent. Il se moque de Dante, lui demandant comment un simple chasseur de démons peut espérer tuer une croyance. Dante envoie un coup de pied surpuissant, l'air ondulant sous la force de l'impact alors qu'il essaie de briser les défenses de Kimmel. Il traite le missionnaire de charlatan bavard. Dante est forcé d'esquiver et de faire des zigzags lorsqu'une douzaine de mains démoniaques rouges se jettent sur lui à une vitesse fulgurante. L'air est saturé par les bruits d'impact et le rire moqueur de Kimmel alors que le vrai combat commence. Dante se jette sur le missionnaire Kimmel, sa lame se transformant en un flou mortel. Kimmel se fout de lui, affirmant qu'il a juste joué le jeu parce que Dante était différent des villageois, cupides. L'épée de Dante trouve sa cible, faisant gicler le sang alors qu'il enchaîne les attaques sans répit. Pourtant, Kimmel reste totalement indemne, ses rubans de sang bloquant chacune des frappes du chasseur de démons. Les deux s'affrontent dans une gerbe d'étincelles et de sang. Kimmel ricane, disant à Dante qu'il ne peut pas simplement le soudoyer avec des « pour forcer les gens à écouter un sermon. Dante ignore la provocation, enfonçant sa botte et sa lame dans le sol pour reprendre ses appuis. Il traite Kimmel d'hypocrite, les yeux brûlants d'une rage concentrée. Un déluge impitoyable de coups continue s'abat, les poings de Dante brillant d'une faible aura bleue alors qu'il tente de percer la défense blindée de Kimmel. Dante serre fermement la poignée de son épée,
se préparant pour une autre frappe lourde. Avec un puissant coup vertical vers le bas, Dante frappe avec une force écrasante, mais le missionnaire garde ce sourire effrayant sur le visage alors que les rubans de sang bloquent à nouveau l'attaque. Kimmel ignore ses blessures, pointant un jeune garçon qui se tient près d'eux. Il dit à Dante d'être témoin du vrai pouvoir divin de son Dieu alors que le garçon commence à briller d'une énergie rouge malveillante. Le visage du gamin se fend dans une transformation horrible, révélant des rangées de dents pointues et un seul œil globuleux. C'est le péché de l'arrogance, un cauchemar né des abysses. Une entité de chair massive et grotesque déchire le corps du garçon pour émerger, ses gueules pleines de crocs et ses griffes acérées remplissant tout l'espace. Elle se jette instantanément en avant pour attaquer Dante. Dante fait un bond pour esquiver le coup mortel. Il regarde ce spectacle macabre sous le choc, se demandant si Kimmel est une sorte de magicien même s'il n'a pas de baguette magique. Kimmel se marre à cette idée, ses lunettes rouges brillant. Il rejette la magie comme étant un truc inutile, comparé au pouvoir qu'il détient maintenant. Le missionnaire tend ses mains, bandées et dégoulinantes d'un liquide sombre et visqueux. Il exige que Dante ouvre les yeux et voie la vérité. Kimmel se tient au centre d'un vortex tourbillonnant de mains rouges et de visages hurlants. Il appelle ça le seul, vrai pouvoir divin existant dans le monde des mortels. Il offre à Dante une place parmi eux, sa voix résonnant dans le chaos. Les mains rouges du péché de l'arrogance encerclent le chasseur, se refermant sur lui de tous les côtés. Dante lutte pour rester debout alors que Kimmel explique le prix de ce pouvoir. Il ne peut être maîtrisé que par ceux qui sont prêts à sacrifier leur santé mentale. La vision de la transformation des villageois défile devant les yeux de Dante. Kimmel souligne que la plupart de ceux qui essaient d'atteindre ce niveau deviennent tout simplement des tarés incontrôlables. Kimmel lève son livre, une aura sombre pulsant de ses pages. Il prétend que sous la direction du grand pape, ils ont développé une capacité à contrôler la folie. Une gueule rouge géante plane au-dessus de Dante lorsque le nom de la technique est révélé, baisse de l'intelligence. Dante fixe Kimmel avec incrédulité face à l'absurdité totale de ce nom. Dante se fout de la gueule du nom, le traitant de débile. Ça fait péter un câble à Kimmel, qui hurle qu'il a passé 3 jours et 3 nuits à le trouver. Kimmel pique une crise sur les efforts qu'il a mis pour convaincre toute l'Église d'adopter ses conventions de nommage. Il se racle la gorge et retrouve son sang-froid, proposant d'enseigner personnellement à Dante les secrets de la baisse de l'intelligence s'il se joint à eux. Dante crache en plein visage de Kimmel, refusant catégoriquement de négocier avec une secte. Se sentant insulté dans sa fierté, Kimmel tend le cou pour répliquer, hurlant que son église est officiellement enregistrée et totalement légitime. Kimmel sort l'emblème de son église, se vantant que le pape et lui ont conçu les robes et les symboles eux-mêmes. Yezi observe depuis les ombres, confuse par la tournure bizarre que prend la conversation. Pour prouver ses dires, Kimmel sort une brochure colorée pour la « Doctrine Wufen ». Elle promet des œufs gratuits pour ceux qui assistent aux conférences et des pièces de cuivre pour le recrutement de nouveaux croyants. Il exhibe fièrement le prospectus, soulignant son implication personnelle dans la mise en page, le choix des polices et l'assortiment des couleurs. Dante jette un coup d'œil au bout de papier minable et lance avec une voix monocorde qu'il perdrait ses couleurs s'il servait de papier cul. Le visage de Kimmel se tord de rage, son œil brillant derrière ses lunettes. Il hurle au moment où l'insulte fait mouche. « Tu peux m'insulter personnellement, mais tu n'insultes pas mes idéaux. » rugit Kimmel alors que le péché de l'arrogance s'écrase sur le sol. La force du coup crée un énorme cratère, clouant Dante au sol. Kimmel hurle qu'il en a marre de partager ce monde avec des idiots vulgaires. Kimmel marche jusqu'au bord du cratère, regardant de haut le chasseur brisé. Il exprime sa déception quant au fait qu'on lui ait ordonné de garder Dante en vie. Il s'accroupit, le visage à quelques centimètres de celui de Dante. Il affirme qu'au début, il pensait que l'Église voulait recruter Dante, mais qu'il comprend maintenant leur vrai plan. Avec un sourire sadique, Kimmel dit à Dante qu'il doit rester en vie pour être témoin de l'avènement de leur nouveau monde. Kimmel se détourne et ordonne à ses fidèles mutés d'attraper Yezi. Il prétend qu'ils ont besoin d'elle comme cobaye pour une expérience. De sombres nuages s'amoncellent au-dessus d'eux, et une pluie glaciale commence à s'abattre sur les ruines de la ville. Kimmel se tient sous l'averse, se marrant du guerrier tombé au combat. Il déclare que l'ère des épées et des lances est révolue et que Dante a été laissé sur le carreau. Dante est face contre terre dans la boue, le corps brisé et à bout de force. À travers la pluie, il regarde son épée qui est juste hors de portée. Il pense à sa maison et aux gens qui lui faisaient autrefois confiance, le cœur lourd sous le poids de son échec. Un sabot éclabousse une flaque d'eau près de la tête de Dante, le reflet révélant l'arrivée de 2 inconnus à travers la tempête. Une voix résonne, identifiant l'endroit comme étant la ville de Tangze. Une grande créature à sabots se tient au-dessus de la lame brisée de Dante.
Un mec dans une armure massive sur le thème du lion s'avance, suivi d'un cavalier avec un parapluie noir. Ils aperçoivent Dante allongé dans le cratère. Le géant en armure est le paladin Von Cœur de Lion. Il reconnaît Dante immédiatement, se souvenant des histoires légendaires du passé du chasseur de démons. Von Cœur de Lion hisse un Dante Vandel inconscient sur son épaule, sa cape massive protégeant le chasseur d'une partie de la pluie. Depuis son cheval, Valkyrie demande s'ils doivent le ramener en tant que survivant. Valkyrie baisse les yeux avec un regard froid et rouge, son visage partiellement caché par son masque et ses lunettes de soleil. Elle rejette l'idée d'un survivant, déclarant que Dante sera ramené comme leur prisonnier à la place. La prison royale impériale de Nirvana City se dresse sous un ciel lourd et couvert, ses miradors balayant la cour avec des projecteurs aveuglants. Valkyrie marche dans les couloirs de la prison, les mains dans les poches, pendant que l'imposant Vaughn la suit, le nez plongé dans un registre. Une lourde porte métallique s'ouvre, révélant une salle de torture où le directeur Garrison est au beau milieu d'une réception particulièrement sadique. Garrison agite un fer à marquer chauffé à blanc et plein de pointes, suggérant joyeusement qu'il commence par brûler les points faibles du prisonnier. Valkyrie se met juste la main sur le visage, clairement saoulée par les méthodes d'interrogatoire crades des barbares du directeur. Dante Vandel est suspendu par de lourdes chaînes, le torse couvert de sang et de cicatrices, tandis que le fer chaud grésille à quelques centimètres de sa peau. Au lieu de laisser la torture continuer, Valkyrie ordonne à Vaughn de traîner le directeur sur la place et de le fouetter jusqu'à ce qu'elle parte. L'assurance de Garrison s'évapore alors qu'il se fait traîner de force, braillant pathétiquement qu'il a des méthodes encore plus sévères à lui montrer. Une fois seul, Valkyrie se tourne vers le prisonnier et lui fait des excuses à moitié sincères pour le comportement indiscipliné de son subordonné. Dante recrache du sang et la fusille du regard, lui rappelant qu'ils se connaissent depuis bien trop longtemps pour qu'il croie à ses salades. Il l'affiche direct, balançant qu'elle est une menteuse professionnelle depuis le premier jour où ils se sont rencontrés, quand elle n'avait que 16 ans. Ignorant l'insulte, Valkyrie attrape quelque chose sur le sol et lui dit qu'il est temps d'arrêter de faire sa tête de mule et de revenir bosser pour elle. Dante ne marche pas. Il lui balance qu'il préfère rester enchaîné ou crever dehors plutôt que d'accepter un boulot d'une arnaqueuse dans son genre. Valkyrie ne prend pas non pour une réponse, lui collant le fer rougeoyant en plein visage et lui disant que c'est un ordre officiel. Elle exige sa coopération, menaçant de reprendre exactement là où le directeur s'était arrêté s'il n'accepte pas le job. Dante ne cligne même pas des yeux, ses yeux rouges brillant d'une froide défiance alors qu'il lui dit qu'on ne peut pas menacer un homme qui n'a plus rien à perdre. Avec un élan de force soudain, il pète une attache et balance son bras, fracassant l'outil chauffé à blanc directement dans la main de Valkyrie. Elle soupire juste face à son impulsivité et sort une fleur rouge séchée de sa poche, suggérant qu'il fasse un marché comme au bon vieux temps. Elle lui propose de l'aider à retrouver la petite fille et à blanchir son nom en échange de son aide pour quelque affaire insignifiante. La mention de la gamine le stoppe net. Il exige de savoir comment elle peut même connaître le nom de Diezi. Il écrase la fleur dans son poing et lui demande une seule bonne raison pour laquelle il devrait croire un traître mot de ce qu'elle raconte. Valkyrie lui montre un dessin d'enfant le représentant en héros, lui disant qu'il a besoin d'une vraie chance pour se racheter de ses erreurs passées. Dante cède finalement et accepte l'ordre, mais il met les choses au clair. C'est la toute dernière fois qu'ils bossent ensemble. Valkyrie s'occupe de ses blessures, mentionnant qu'une nouvelle menace appelée l'Église de la doctrine Wufen est devenue son ennemi principal. Elle se rappelle comment sa propre famille a été chassée de ses terres par cette même secte, menant à la tentative désespérée de ses parents pour la protéger. Le remède brûle à mort, mais Dante se contente de serrer les dents pendant qu'elle lui explique que son ascension au pouvoir n'était qu'une question d'instinct de survie. Elle prétend que ses choix passés étaient nécessaires pour survivre, mais ses paroles ne semblent pas avoir beaucoup d'effet sur lui. Dante la rembarre, lui faisant remarquer que pendant qu'elle était occupée à se préserver, lui se faisait traiter comme un moins que rien dans la ville de Tangs. Elle finit de lui bander le bras et colle un petit lapin en dessin animé sur le bandage en guise d'excuse sarcastique pour tout ce qu'elle a fait. Alors qu'elle se dirige vers la porte, elle lui dit que tout le monde doit faire face à ses erreurs un jour ou l'autre, et qu'il ne fait pas exception. Laissé seul un instant, Dante fixe sa main bandée tandis que les marques sur son torse pulsent d'une étrange lumière sombre. Dans le couloir, Valkyrie exhibe au garde une grâce signée par l'empereur, ouvrant la marche tandis que Dante la suit. Dante se moque d'elle en l'appelant Valkyrie la menteuse, sachant qu'elle avait probablement planifié tout ce scénario avant même son arrivée. Ils sortent dans la cour, où Vaughn les attend près de la calèche pendant que Garrison se fait fouetter en arrière-plan. Garrison continue son numéro, gémissant qu'être fouetté sur ordre de Dame Valkyrie est en fait un immense honneur pour lui. En arrivant à la calèche, Valkyrie demande quand est-ce qu'il va changer d'attitude, et Dante lui répond que ça arrivera quand elle arrêtera de mentir. Une fois à l'intérieur, elle révèle une boîte contenant son vieil équipement, y compris son épée signature et une petite fiole.
Dante s'empare immédiatement de son matos, choqué que ses affaires n'aient pas été enterrées au fin fond du trésor secret de l'empereur. Il serre son épée contre lui comme un vieil ami, un rare et véritable sourire se dessinant sur son visage alors qu'il admire de nouveaux salames. Valkyrie essaie d'évoquer le bon vieux temps où ils bossaient ensemble, mais Dante la rembarre illico. Elle recadre la conversation sur les affaires, lui montrant un mystérieux tract qu'elle a trouvé dans la ville de Tangs et lui demandant son avis dessus. Dante étudie le papier alors que de sombres souvenirs de la secte remontent à la surface, réalisant que leur pouvoir n'est pas de la magie, c'est quelque chose de bien pire. Valkyrie continue sa leçon sur les secrets de l'Église, feuilletant des dossiers pendant que Dante s'adosse, royalement désintéressé. Saoulé par tous ces détails techniques, Dante secoue juste la tête, lui disant qu'il n'a aucune envie de se farcir une montagne de mots chiants à mourir. La conversation détendue est coupée court quand Dante se redresse soudainement, les yeux écarquillés alors qu'un bruit métallique sourd résonne sur le sol de la calèche. Une flèche verte incandescente transperce le plancher juste entre eux, vibrant avec un bourdonnement aigu qui les prend tous les deux au dépourvu. Une énergie verte ondule depuis la pointe de la flèche comme une impulsion sonare, fouillant l'intérieur de l'habitacle exigu. Ils se baissent tous les deux alors que les impulsions s'intensifient, Valkyrie essayant frénétiquement de savoir si le sniper est derrière ou à côté d'eux. Dante plisse les yeux, se concentrant sur l'angle de pénétration et réalisant que le danger ne vient pas de la route à l'extérieur. Il regarde directement le plancher, repérant la silhouette lumineuse d'un archer accroché au châssis, l'arc bandé. Sans hésiter une seconde, Dante enfonce son poing à travers le bois, visant un coup fracassant sur cet invité caché. Il défonce le sol avec un impact violent, décidant que si l'assaillant aime tant être là-dessous, il peut y rester un peu plus longtemps. Le cheval de tête se cabre et hennit de terreur alors que la calèche commence à se disloquer sous la force de la lutte. Le véhicule part dans un dérapage incontrôlé, les roues se fracassant contre les pavés alors qu'il perd totalement le contrôle et commence à faire des tonneaux. Dante dégaine sa lame dans le chaos, bien décidé à stabiliser la situation avant que tout le bordel ne finisse dans le fossé. Alors qu'il tend le bras vers le bas, l'attaquante mord violemment sa main, ses dents acérées faisant couler le sang à travers son gant. Dante recule sous le choc, gueulant sur le manque de règles pendant que Valkyrie regarde cet échange lunaire avec une incompréhension totale. Un énorme tentacule en os multi-articulé balaie soudainement l'air, accrochant un côté de l'épave dans un crissement métallique assourdissant. Vaughn essaie de maîtriser son cheval pendant que la calèche termine son crash spectaculaire, envoyant du bois et des débris volés dans tous les sens. Dante et Valkyrie s'extirpent des ruines, Dante lui disant de reculer jusqu'à ce qu'ils sachent à quoi ils ont affaire. La calèche se désintègre complètement sous la pression d'une ultime et lourde frappe d'un fouet d'énergie verte luisante. Valkyrie commence à râler pour sa table et ses documents ruinés, mais Dante lui aboie juste de la fermer avant qu'il ne la jette par-dessus bord elle aussi. Une paire de pieds nus atterrit doucement sur les restes déchiquetés du plancher de la calèche, un bracelet de cheville avec une petite clochette tintant à chaque pas. Santu émerge de la poussière, son masque au sourire de requin et son énorme arc mécanique indiquant clairement qu'elle n'est pas là pour taper la discute. L'elfe archère encoche une nouvelle flèche, ses yeux brillant d'une lumière verte alors qu'elle exige que Dante s'attache lui-même pour la prime. Ses pupilles se transforment en réticules de visée alors qu'elle se penche en avant, son ton joueur cachant une intention meurtrière que Dante ne peut pas se permettre d'ignorer. Des flèches magiques vertes transpercent le toit de la calèche alors que Dante Vandel fait face à l'assassin. Il reconnaît la marque sur sa tenue, le signe qu'elle appartient à la doctrine Wufen. À l'intérieur de la calèche, Dame Valkyrie reste totalement imperturbable face à l'embuscade. Elle se sert calmement un autre verre de vin, sa seule préoccupation étant la qualité de sa boisson. Dante se demande si la doctrine Wufen s'est mise à recruter des elfes alors qu'il prépare sa lame. Il estime qu'il peut plier ça en 2 minutes chrono. Il fouille son équipement tactique, seulement pour réaliser que ses poches sont vides. Il vient de sortir de tôle et n'a pas eu une seule seconde pour faire le plein de potions ou de bombes. Une flèche magique frôle son visage, assez près pour lui érafler la peau. Sans aucune option à longue distance, Dante décide de charger. Il part un barrage d'éclairs d'énergie verte tout en réduisant la distance avec l'archère. Leurs armes s'entrechoquent dans une pluie d'étincelles. Dante lâche un sourire vif, reconnaissant que l'elfe a du niveau. Santu tire rapidement une autre flèche de son carquois. Elle bondit dans les airs, ses cheveux verts flottant derrière elle alors qu'elle prépare un tir à bout portant. Elle essaie d'utiliser la flèche comme une dague, mais Dante attrape son poignet en plein élan. Il a vu ce tour de passe-passe beaucoup trop de fois. Les yeux de Santu brillent d'une énergie maniaque alors qu'elle prépare son coup signature, l'erreur de l'ignorance. Une énorme vague de magie verte commence à se former autour d'elle. Dante se crispe, la chaleur pure de la décharge magique roussissant l'air autour de lui. Une violente explosion verte secoue toute la calèche, projetant des débris en l'air.
À travers la fumée, Dame Valkyrie est toujours assise bien droite, mangeant tranquillement une glace à l'eau. Dante regarde à travers le brouillard magique persistant. Il sait comment fonctionne la doctrine Wufen. Leurs membres troquent leur intelligence contre une puissance brute et destructrice. La calèche tombe en morceaux sous le stress du combat. Dante bondit en l'air, déterminé à éloigner l'affrontement du siège passager. Il dévie un groupe de 8 flèches d'un coup, sa lame se déplaçant dans un flou d'acier. Dante fonce avec un coup de pied surpuissant, visant à briser son rythme. Il lui crie qu'elle lance ses sorts beaucoup trop lentement. Le coup fait mouche, envoyant l'assassin rouler sur les pavés. Dante sait qu'il ne peut pas la laisser récupérer au point de menacer Valkyrie à nouveau. 3 flèches magiques tourbillonnent dans les airs, créant un vortex de vent dans leur sillage. Dante tient bon sur la calèche qui tangue. Il remarque que sa vitesse diminue, se demandant si elle commence à retenir ses coups. Une soudaine explosion d'air prend Dante au dépourvu, s'écrasant sur son torse et lui faisant cracher du sang. Sentue plonge à travers la fumée, hurlant que c'est elle qui va le tuer. Dante se penche sur le côté pour esquiver le fouet en os qui arrive. Derrière lui, Valkyrie garde son verre de vin parfaitement stable, imperturbable. La construction magique se brise contre sa lame, se dissolvant en étincelles vertes inoffensives. Sentue tombe d'en haut comme un prédateur, ses mains brillant d'une magie concentrée. Dante bloque la frappe avec le plat de sa lame. Il serre les dents, son sourire se transformant en un grognement féroce. La pointe de sa flèche magique palpite d'une énergie mortelle. Il se fixe du regard dans un face-à-face tendu. Dante se plaint que ses vieilles brûlures de prison n'ont même pas encore guéri, et maintenant il doit se farcir cette connerie. Devant eux, le signal d'avertissement d'un passage à niveau commence à clignoter en rouge. Une énorme locomotive à vapeur fonce vers l'intersection. La calèche roule à tombeau ouvert vers les rails sans aucun signe de ralentissement. Le garde chevalier réalise qu'ils vont droit dans le mur. Le garde essaie d'amadouer le cheval pour qu'il ralentisse, lui parlant comme à un animal de compagnie. Mais alors que le sifflet du train retentit, il perd son sang-froid et se met à hurler sur le cheval pour qu'il accélère à la place. La calèche fait une embardée sur les rails juste au moment où l'énorme train passe en rugissant. Dante et Sentue sont toujours en plein combat sur le bord du véhicule. Les yeux de Dante lancent un éclair orange dangereux. Il en a marre de faire attention. Il attrape l'assassin par le col et la fait tournoyer. Les yeux de Sentue s'écarquillent de terreur alors qu'elle regarde par-dessus son épaule. Le flanc du train à grande vitesse est à quelques centimètres de son visage. Dante fracasse sa tête directement contre la carrosserie métallique du train en marche. L'impact est brutal, faisant voler des étincelles et des morceaux de son masque en l'air. L'assassin s'effondre, ses yeux se révulsant alors qu'elle perd instantanément connaissance. La calèche finit par s'arrêter dans un crissement devant un bâtiment rose fluo bizarre, décoré de licornes et de ballons. Dante s'avance, traînant l'elfe inconsciente derrière lui. Il est amoché et couvert de bleu, mais il est toujours debout. Dante s'accroupit et pince l'oreille de l'elfe pour la réveiller. Elle est complètement dans les vapes, marmonnant qu'elle voit des étoiles et se demandant si elle est au paradis. Un bout de papier tombe de ses vêtements. Dante le ramasse et capte que c'est un avis de recherche, avec sa propre gueule dessus. Dante Vandel fixe l'avis de recherche, incrédule. Il ne mentionne ni massacre ni meurtre de masse. À la place, il est traqué pour fraude fiscale avec une prime misérable de 1000 florins d'or. La prime est signée par Dame Valkyrie elle-même, laissant Dante sans voix. Il réalise que l'Empire peut changer ses crimes sur un coup de tête, transformant un tueur de légende en un vulgaire fraudeur du fisc pour le garder sous leur coupe. Alors que Dante fulmine, Dame Valkyrie sirote tranquillement son vin et le félicite d'avoir passé son test. La rage de Dante déborde lorsqu'il comprend qu'il s'est battu pour sa vie juste pour l'amuser. Il se jette sur elle, des flammes de fureur jaillissant de sa tête alors qu'il menace de la tester à son tour. Le garde chevalier essaie désespérément de le retenir, le suppliant de se calmer avant qu'il ne fasse une connerie qu'il regrettera. Valkyrie reste zen, lui disant de redescendre. Elle lui balance de manière cryptique que s'il savait ce qu'elle a prévu ensuite, il ne gaspillerait pas son énergie à s'énerver. Ils arrivent devant une lourde porte en métal où un borgne balafré jette un œil par la fente. Il leur annonce sèchement que la taverne est fermée, la fumée de sa pipe s'échappant dans l'air. Dame Valkyrie se racle la gorge, ses lunettes clignotant avec une lumière rose numérique alors qu'elle se prépare à donner le mot de passe secret. Elle prend une pose dramatique, invoquant un sceau lumineux en forme de cœur avec une licorne de dessin animé au centre. D'une petite voix gênée, elle murmure le mot de passe, « Mon petit poney, le numéro 1 au monde ». À la plus grande confusion de Dante, la porte commence à se déverrouiller. Dame Valkyrie déboule dans la taverne avec le reste des recrues à ses trousses, râlant déjà sur la stupidité de ce mot de passe de sécurité.
Dante jette un œil à la bande de bras cassés qu'elle a rassemblée et demande quel genre d'équipe c'est censé être. Dame Valkyrie les dévisage à travers ses lunettes teintées, son regard perçant et sérieux. Santu est déjà avachi sur sa chaise, l'air complètement sonné avec des étoiles qui tournent autour de sa tête. Oman Sabot de Fer ignore le chaos, prenant une longue gorgée professionnelle de sa bière. La scène à la table est un chaos total, Valkyrie étant à bout de nerfs en essayant de garder ce groupe de tocards concentrés. Sherm Zephyr pousse un cri lorsqu'une cendre brûlante de son cigare tombe directement dans sa barbe. Robin Cœur-Long transpire à grosses gouttes dans sa lourde armure de plate, se plaignant de la chaleur étouffante à l'intérieur de la taverne. Dante soupire face à l'état de ses coéquipiers pendant que Santu s'accroche à lui avec une expression vide. Valkyrie commence le briefing en dessinant un bonhomme allumette sur un tableau noir pour représenter la doctrine Wu-Fen. Elle explique que contrairement aux autres sectes, leur leader Kimmel est flamboyant et très médiatisé, se foutant royalement des conséquences. Elle trace un gros X rouge sur le dessin, leur disant que leur mission est de le trouver et de découvrir les plans de la secte. Tout le groupe explose de rire face à ses talents de dessinatrice calamiteux, et Dante crache carrément sa boisson. Valkyrie se met la main sur le visage de frustration, leur annonçant qu'ils partiront pour l'université d'Ervan dès que leur calèche arrivera. Elle fait glisser une enveloppe scellée sur la table, expliquant que c'est un message du directeur par intérim de l'université. Dante prend la lettre, mais déclare qu'il a une question très importante avant qu'il ne commence. Il se penche en avant avec une expression super sérieuse et demande « C'est quoi exactement, une université ?» Un silence de plomb tombe sur la taverne. Valkyrie est stupéfaite de réaliser que pas une seule personne dans cette escouade d'élite n'a ne serait-ce qu'un niveau d'école primaire. Elle capte qu'elle doit reprendre à zéro et attrape un nouveau morceau de craie. Elle dessine un château grossier, expliquant qu'une université est une école de luxe pour les enfants des nobles aidés aux fonctionnaires. Son ton s'assombrit quand elle explique qu'ils ont perdu tout contact avec la zone expérimentale souterraine en une seule nuit. Sherm tape du poing sur la table, exigeant de savoir pourquoi il n'envoie pas tout simplement l'armée impériale. Valkyrie détourne le regard, admettant la mort dans l'âme que l'armée n'est tout simplement pas une option. Dans une vision du passé, d'énormes tentacules couverts d'yeux déchiquettent une escouade de soldats dans un couloir sombre. Valkyrie explique que la perte de soldats dans des circonstances aussi étranges serait un désastre politique pour l'empereur. Ayant terminé le briefing, elle se tourne pour partir et commande une margarita en sortant. Dante serre les dents, saoulé qu'elle leur refile la mission avant de disparaître comme par magie. Oman fait glisser une nouvelle bière sur la table, disant à Dante qu'il s'habituera à la façon dont ses clients opèrent. Dante prend la bouteille, demandant à Oman s'il n'est vraiment plus qu'un chasseur de primes professionnelles ces temps-ci. Oman prend une autre gorgée, ses yeux cachés sous le bord de son chapeau. Il fait remarquer qu'il savait que leur ancienne guilde finirait par s'effondrer tôt ou tard. Dante fixe sa bouteille verte, notant que les choses sont devenues irréparables après la chute de la météorite. Oman jette sa bouteille vide dans un seau tenu par Robin, taquinant Dante sur son départ amer de la guilde. Il jette un coup d'œil aux autres et les qualifie de bande d'amateurs. Dante se contente de vider son verre d'un trait, pendant que son vieil ami continue son analyse cynique. Oman insiste sur le fait que son expertise professionnelle est la seule chose qui va les sortir de là. Pas loin, Sherm et Santu sont engagés dans un bras de fer acharné, Sherm se marrant de la force de la petite elfe. Oman note que Santu est probablement juste une exilée, et que les clans elfes ne virent que leurs membres les plus faibles. Il continue à démonter les défauts du groupe tout en regardant le match. Soudain, Santu écrase le bras de Sherm sur la table avec assez de force pour laisser le vieux soldat sous le choc. Oman traite le vieux soldat d'abruti, faisant remarquer que les soldats réguliers n'ont généralement pas le flair pour ce genre de boulot. Oman Sabot de Fer continue sa tirade cynique, traitant Sherm Zephyr de lâche qui a probablement été renvoyé du front juste pour arrondir ses fins de mois. Il imagine un champ de bataille où des soldats incompétents se terrent à couvert pendant que leurs camarades tombent autour d'eux dans la boue. Tournant son attention vers le croisé, Oman trouve Robin Cœur-Long encore plus suspect parce qu'il aide carrément avec les corvées. Robin nettoie la table avec un sourire niais, alors comment pense qu'un vrai croisé ne se brosserait même pas les dents sans un serviteur. Il imagine un vrai croisé en train de se faire dorloter même sur les chiottes, concluant que Robin n'est qu'un autre amateur pas fiable. Oman se penche vers Dante, lui disant que quand la vraie baston commencera, ils ne devront veiller que l'un sur l'autre. Dante explose de rire, ce qui agace Oman puisqu'il essaie d'être sérieux sur les dangers de la doctrine Wu-Fen. Dante se sert un autre verre, disant à Oman qu'ils ne sont pas du même côté et qu'il ne sera jamais un chasseur professionnel. Un flashback montre Dante marchant dans une tempête de neige féroce, repensant à sa quête de toute une vie pour trouver la façon parfaite de mourir. L'emblème de la guilde des chasseurs de démons du crépuscule est montré, violemment rayé par des marques rouges sans déchiqueter.
Dante se souvient d'avoir été enchaîné et tabassé par une foule, le sang coulant de sa bouche tandis que ses yeux brillaient d'une lumière terrifiante. Il se rappelle du père de Yezi agenouillé devant lui avec une épée, pendant que la petite fille regardait avec une expression inquiète. Un souvenir de la petite Yezi, dessinant des fleurs colorées, lui traverse l'esprit. Elle était la seule personne pour qui il voulait vraiment donner sa vie. Puis le souvenir passe au moment où elle a été enlevée, hurlant et pleurant alors qu'une force démoniaque ravageait leur vie. Le missionnaire Kimmel apparaît dans le souvenir, les bouches démoniaques sur ses tentacules souriant alors qu'il dit à Dante qu'il n'est même pas digne de crever. De retour dans le présent, Dante fixe sa bouteille avec une sombre détermination, déclarant qu'il refuse de mourir comme une sous-merde. À l'extérieur de la taverne, les chevaux sont agités alors que la calèche est préparée pour leur long voyage. Dante regarde le reste de l'équipe s'entasser dans la calèche, avec Santu déjà installé à l'intérieur. Un cocktail repose oublié sur une table, reflétant les pensées de Dante sur le fait que les erreurs du passé ne disparaissent jamais vraiment. Dame Valkyrie observe depuis une fenêtre la calèche s'éloigner à toute vitesse, sachant qu'ils devront tous, un jour ou l'autre, faire face à leur histoire. Les lourdes roues de la calèche tournent à toute vitesse alors qu'ils foncent à travers les rues pavées vers leur destination. Les hautes flèches de l'université d'Ervan apparaissent enfin, maintenant déformées et étouffées par d'énormes tentacules sombres. Dante fixe l'école maudite, ses yeux brillants d'une froide détermination à affronter ce qui les attend à l'intérieur. Un essaim d'insectes mutés bourdonne dans un couloir dégueulasse. On peut voir des corps pendre du plafond, tous enveloppés dans des lianes palpitantes et crades. L'un d'eux est cet énorme moustique rouge luisant qui agit comme un drone high-tech, patrouillant dans les tunnels sombres. Soudain, un éclair déchire l'air alors qu'un portail s'ouvre en plein milieu du couloir. Le missionnaire Kimmel sort du vortex bleu, ajustant ses lunettes et se plaignant immédiatement que personne n'était là pour lui dérouler le tapis rouge. Au plafond, un luminaire en piteux état commence à faire des étincelles et à grésiller comme s'il allait exploser. Kimmel est obligé de se protéger les yeux de l'éblouissement, se demandant si les troupes de l'empereur ont vraiment réussi à les débusquer. Mais là, la pièce explose de confettis. Cornicha est planté là dans sa tenue d'infirmière, tenant un gâteau d'anniversaire et ayant l'air beaucoup trop excité de le voir. Kimmel souffle la bougie avec un air blasé, disant que les anniversaires sont pour les gens médiocres qui n'ont rien de mieux à célébrer. Cornicha en rigole et se penche vers lui disant qu'une épouse est censée se soucier du grand jour de son mari. Mais il ne veut rien entendre. Il lui rappelle que leur mariage n'était qu'une couverture pour la mission et qu'elle ferait bien de ne plus en parler. Il finit par prendre un couteau pour couper le gâteau, mais il s'arrête en réalisant qu'un énorme morceau a déjà été dévoré sur le côté. Cornicha pointe juste le doigt vers le coin, disant qu'un de leurs étudiants ne pouvait pas attendre et s'est servi pendant que c'était encore chaud. C'est Hawk Bishop, un drôle de petit mutant gris qui porte une couche et un monocle. Il s'empiffre et se vante d'avoir marqué le reste du gâteau avec sa propre morve. Kimmel ignore ce moment de dégueulasserie et tend une assiette au gars qui se tient à côté, demandant si le directeur Verol veut une part. Verol a l'air d'avoir connu des jours meilleurs, planté là dans ses robes avec un gros bouquin et des lentilles bleues lumineuses. Il refuse, disant qu'il n'est plus vraiment directeur et que Kimmel n'est certainement pas son étudiant. Les choses deviennent encore plus bizarres lorsque d'autres étudiants mutés rampent hors de l'obscurité, tenant des instruments et se préparant à jouer. La patience de Kimmel est plus fine que du papier à ce stade. Il écoute la musique fausse et marmonne qu'il doit faire un truc avant que ces abrutis ne le rendent dingue. Il finit par craquer et active un saut, ses yeux virant au rouge. Soudain, d'énormes tentacules rouges jaillissent des têtes des mutants, les faisant taire pour de bon. Le sang gicle partout, mais Cornicha reste là à sourire comme s'il pleuvait des pétales de rose. Avec le bruit en moins, Kimmel dit au vieux directeur qu'il peut enfin bosser en paix, ce qui est la seule chose dont il a vraiment à foutre. Verol regarde son livre, l'air plutôt stressé alors qu'il dit que les données de la météorite nécessitent encore plus de tests. Kimmel commence à manger son gâteau, disant à Verol qu'il ferait bien de se manier s'il veut finir avant que l'armée ne débarque. Il lèche sa fourchette avec un sourire flippant, disant que ça ne le dérangerait pas d'éduquer quelques étudiants de Verol en plus si les choses n'accélèrent pas. Hawk Bishop essaie de piquer un autre morceau de gâteau sur la table pendant que Kimmel a le dos tourné. Mais Kimmel le dégage d'un coup de fouet avec un tentacule rouge sans même se retourner. Le petit mutant pique une crise, brillant d'une énergie sombre et scandant qu'il veut le gâteau. Au-dessus d'eux, un œil rouge géant avec le nombre 444 s'ouvre dans l'obscurité. Le regard de Kimmel devient glacial, et le même symbole rouge commence à briller derrière ses lunettes. Verol regarde juste la démonstration de puissance, ses lentilles bleues clignotant alors que toute la pièce commence à trembler. Kimmel utilise le premier saut de l'arrogance, et une énorme vague de gravité écrase purement et simplement les mutants au sol. Il s'essuie le front,
l'air totalement saoulé par sa journée et agacé d'avoir dû gaspiller de l'énergie sur ses propres ouailles. Une fois les choses calmées, Cornichat donne le reste du gâteau à Hawk Bishop pour qu'il arrête de pleurnicher. Kimmel appuie sa tête sur sa main, se demandant comment il est censé reconstruire l'église avec une bande de tocards pareils. Ensuite, de lourdes chaînes descendent du plafond, abaissant 2 soldats à moitié morts dans le couloir. Kimmel lève les yeux alors que ses gros bras débarquent enfin avec les fournitures qu'il avait demandées. Celui qui porte les soldats est un immense garde squelettique nommé Paul, aussi connu sous le nom de garde noir de la boule. À côté de lui se trouve Mordac la dévoreuse de lumière, une meuf aux cheveux violets qui fait tranquillement des bulles avec son chewing-gum comme si elle n'avait rien d'autre à faire. On a un aperçu rapide des stats du capitaine squelettique, il est le chef de la sécurité et a l'air de ne pas rigoler. Puis il y a Botley le rat de bibliothèque, un gamin masqué avec des lunettes qui se la coule douce sur l'épaule de Paul en bouquinant. Et enfin, on rencontre officiellement Mordac, une collégienne qui aime apparemment faire flipper les gens avec des histoires de fantômes plus d'une fois. Kimmel s'en tape de leurs plaintes. Il leur ordonne de disperser les corps partout comme appât pour quand la garde royale se pointera. Botley est assis près d'une table, regardant vers le bas avec une expression triste alors qu'il dit que sa famille n'a jamais fêté son anniversaire. Il a un livre qui lui couvre la bouche, et des petits cœurs flottants dérivent autour de lui. Mordac la dévoreuse de lumière est juste à côté de lui, attaquant un énorme morceau de gâteau au glaçage rose. Elle lui dit de foncer, vu que l'oncle Kimmel ne va probablement pas en vouloir à 2 étudiants juste pour avoir voulu des sucreries. Le missionnaire Kimmel observe ça avec un petit sourire suffisant, leur disant qu'ils peuvent considérer ça comme une récompense. Il prend ce ton condescendant en balayant la chose de la main comme si c'était rien. Il pointe ensuite une carte de l'installation, distribuant les ordres. Il dit au capitaine de la sécurité de placer les corps près du passage d'entrée pendant qu'il s'arrange pour que quelques fidèles fassent diversion. L'énorme garde squelettique grogne pour montrer qu'il a capté, ses yeux rouges brillant alors qu'il déclare qu'aucun personnel extérieur ne sera autorisé à entrer. Kimmel se tient juste derrière lui, toujours en train d'examiner les plans. Kimmel se tourne vers Botley, qui est toujours en train de manger son gâteau derrière son bouquin, et lui dit que son boulot est de garder la bibliothèque. Il a bloqué toutes les autres routes, donc quiconque essaie de s'infiltrer devra passer par lui. Kimmel s'énerve, gueulant sur les gamins qui leur a dit 1 million de fois qu'ils ne forment pas un couple. Il bave presque de rage avec les veines qui ressortent sur son front. Il donne ensuite sa mission à Mordac, lui disant de garder les égouts car c'est le seul accès vers la zone expérimentale principale. Il l'avertit que si ça part en vrille, elle doit utiliser son pouvoir pour tout faire péter. Un petit moustique muté aux ailes lumineuses bourdonne dans les airs, retournant vers son maître. Le missionnaire Kimmel tend un doigt bandé et laisse l'insecte s'y poser, l'air surpris qu'il soit revenu si vite. Ses yeux se plissent derrière ses lunettes alors qu'il attend les infos qu'il lui rapporte. Cornichat se tient derrière lui avec un sourire joyeux, demandant si c'est la garde royale qui a fini par arriver. Kimmel sourit juste en coin, lui disant que ce n'est pas la garde, mais quelqu'un de bien plus intéressant. Il se penche en avant avec un grand sourire flippant, tirant la langue alors qu'il capte qui est à la porte. Il a hâte d'y être, les traitant de bande d'hérétiques. En bas, dans l'eau sombre des tunnels, une lourde botte s'écrase, créant des ondulations qui se propagent dans l'obscurité. La narration souligne que quelqu'un de bien plus important est arrivé. Dante Vandel mène son escouade à travers la brume, son regard perçant et sérieux alors qu'il s'avance dans la lumière. Derrière lui, Santu regarde autour d'elle avec un grand sourire, aux côtés de leurs autres mercenaires. Kimmel domine la scène, ses lunettes brillant d'un rose vif alors qu'il observe sa proie à travers les yeux de son éclaireur. Son expression en est une de pure joie sadique. De retour dans le tunnel, Dante s'arrête net et se frappe la joue, se demandant d'où sort ce foutu moustique. Il est complètement inconscient d'être observé depuis les ombres.